Pendant des années, les airs entraînants et les performances éblouissantes d'ABBA ont conquis le cœur du monde entier. De Mamma Mia à Waterloo, ils étaient de la musique qui rassemblait les gens. Mais quelque chose s'est produit qui a conduit à la fin choquante d'ABBA, laissant les fans du monde entier le cœur brisé. La musique d'ABBA a-t-elle occupé une place particulière dans votre vie? Partagez votre meilleur souvenir d'ABBA ci-dessous. Et continuez à regarder pour découvrir les événements poignants qui ont tout changé dans la relation entre ABBA, Benny Andersson et Annie Fried Lyngstad. ABBA a été fondé à Stockholm en 1972 et était composé d'Annie Fried Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog. Les premières lettres du prénom de chaque membre ont été utilisées pour créer le nom du groupe. Après avoir remporté le concours Eurovision de la chanson 1974 avec Waterloo, le groupe est rapidement devenu célèbre dans le monde entier grâce à une série de singles, dont Dancing Queen et Mamma Mia. Malgré ces succès, des tensions subsistent au sein du groupe ABBA. La désintégration de la relation romantique entre Benny Andersson et Annie Fried Lyngstad, qui avait commencé de manière passionnée et fructueuse, mais s'est détériorée au point qu'ils se sont séparés en 1980 et ont divorcé en 1941, a été l'un des obstacles les plus redoutables. De manière surprenante, Andersson et Lyngstad ont maintenu leur coopération professionnelle au sein d'ABBA en dépit de tous leurs problèmes. Nous pouvons collaborer beaucoup plus efficacement maintenant que Benny et moi ne sommes plus ensemble. Comme l'a déclaré Lyngstad elle-même, nous communiquons toujours, mais notre lien n'est plus aussi fort qu'avant, avec plus de 380 millions d'albums vendus dans le monde. Leur partenariat créatif s'est avéré être la base du succès d'ABBA. Andersson et Lyngstad ont tous deux été des membres essentiels du groupe. En plus de travailler avec Björn Ulvaeus sur certaines de leurs plus grandes chansons, Don't Waterloo, S.O.S., Dancing Queen at The Winner Takes It All. Andersson a également produit l'album Solo Frida pour Lyngstad en 1971. Bien que leur relation ait connu des hauts et des bas, la collaboration créative d'Andersson et de Lyngstad a consolidé leur statut de couple le plus étonnant de la musique pop. Ensemble, ils ont co-créé la comédie musicale et le film Mamma Mia. Cependant, Agneta Fältskog et Björn Ulvaeus, un autre couple du groupe, n'ont pas été en reste. La relation entre Björn Ulvaeus et Fältskog se sont mariés en 1971 après s'être rencontrés en 1969. Outre la naissance de 2 enfants et un succès musical inégalé, c'était la combinaison idéale. La vie personnelle et la vie professionnelle se confondent pour donner l'apparence d'une fausse unité à l'avant-garde de l'ascension mondiale d'ABBA. Cependant, des tensions se font jour en coulisses. L'apogée d'ABBA est atteint en 1969 et leur mariage prend fin. Bien que le divorce ait d'abord été présenté comme amical, il a été émotionnellement épuisant pour les deux parties. Fältskog et Ulvaeus ont continué à travailler ensemble au sein d'ABBA malgré leurs différentes personnelles. Ulvaeus écrivait les paroles déchirantes de The Winner Takes It All pendant leur divorce. La présentation par Fältskog de ses propres sentiments était puissante. Mais au fil du temps, elle a eu de plus en plus de mal à interpréter la chanson, car les émotions qu'elle évoquait, à savoir le chagrin et la perte, étaient trop proches de l'os. Fältskog et Ulvaeus ont continué à être à la base du succès d'ABBA malgré leurs problèmes conjugaux. La réputation durable du groupe dépendait fortement de leur capacité à faire. La distinction entre la collaboration professionnelle et les disputes personnelles. Ensemble, ils ont contribué à garantir l'héritage d'ABBA dans l'histoire de la musique, tout en supportant secrètement le prix élevé du maintien de cette illusion. Lorsque Ulvaeus a révélé au public sa nouvelle petite amie, Christina Sass, de 28 ans sa cadette, en 2022, sa vie personnelle a pris un tournant inattendu. Depuis que Christina est employée par Universal Music Group pour promouvoir l'album Voyage d'ABBA, les deux se fréquentent. Ulvaeus et Christina ont fait leur première apparition publique ensemble lors de la première de son adaptation musicale de Pippi Longstocking. Ulvaeus a déclaré que Christina jouait un rôle important dans sa vie et qu'il était heureux de cette nouvelle relation. Lorsque Fältskog s'est séparée d'Ulvaeus en 1980, elle a constaté que le bonheur était plus difficile à atteindre.
Même si les médias et ses fans trouvent sa vie après le divorce fascinante, elle finit par être prise dans une série de relations troublées. Au début des années 80, elle a été brièvement en couple avec le joueur de hockey sur glace suédois Peter Cedergren, avant de se marier en 1990 avec le chirurgien Thomas Sonnenfeld. Le mariage était si discret que le public n'en a pas eu connaissance avant qu'ils ne divorcent en 1993. L'un des mariages les plus improbables de Faldskog a commencé au milieu des années 1990, lorsqu'elle a épousé Gert van der Graaf, un conducteur de chariot élévateur néerlandais et un amateur d'abat de longue date. Van der Graaf aurait poursuivi Faldskog sans relâche pendant 2 ans avant que le duo ne débute son histoire d'amour en 1997. Malgré cette base fragile, les 2 hommes sont restés ensemble pendant plusieurs années. Cependant, la vie amoureuse de Faldskog n'a pas été la seule à contribuer à son fardeau émotionnel. Au cours de sa carrière, la voix la plus célèbre de sa génération s'est toujours heurtée à de grandes insécurités. L'éclatement d'ABBA et le divorce ont durement touché son amour-propre. Faldskog était recluse et n'aimait pas être propulsée sous les feux de la rampe. Ses problèmes de confiance en soi étaient donc encore plus faibles que ce qui avait été construit à partir de son image publique. Longtemps mal à l'aise, voire craintive en présence d'un large public, elle a déclaré avoir souvent rêvé d'être dévorée vivante par ses fans. Une phobie de l'avion, aggravée par une expérience éprouvante lors d'un orage électrique, a renforcé son isolement. Les démons intérieurs de Faldskog s'ajoutent à la compétition qu'elle perçoit avec sa collègue d'ABBA, Annefrid Lyngstad. Bien que les 2 chanteuses aient toujours été professionnellement cordiales l'une envers l'autre en public, Faldskog a admis que leur tempérament et leurs parcours opposés avaient créé des tensions entre elles. Frida et moi avions des antécédents, des tempéraments et des personnalités opposées. A-t-elle révélé, ajoutant qu'elles pouvaient devenir furieuses et fatiguées l'une de l'autre. Cette perception de la concurrence alimentait encore plus ses insécurités, surtout lorsqu'il s'agissait de l'image qu'elle avait d'elle-même. Autre problème extraordinaire. Agneta Faldskog n'était pas très à l'aise avec la langue anglaise. Bien qu'elle soit suffisamment douée pour se produire sur n'importe quelle scène internationale, elle ne se sentait pas du tout à l'aise dans cette langue. Lors de diverses interviews et apparitions publiques, elle ne pouvait pas exprimer pleinement ses pensées en anglais, ce qui la rendait encore plus vulnérable, surtout en présence d'un public international. Ajouté aux nombreuses couches complexes de son personnage public, cela lui a donné envie, tout comme à l'insaisissable Greta Garbo, de se retirer des feux de la rampe de la célébrité. Ces difficultés linguistiques sont mises en évidence de la manière la plus significative au moment de l'apogée du succès international d'ABBA. Comme elle n'est pas anglophone, l'anglais exige de Faldskog qu'elle se produise tout en maintenant intacte l'image soignée du groupe. L'attente de performances et d'interviews sans faille dans une langue étrangère n'a fait qu'alimenter son sentiment d'inadéquation. La pression qu'elle subissait l'a incitée à éviter de s'exposer ou de se trouver dans des situations où elle se sentait incapable, ce qui a renforcé ses tendances à la réclusion et l'a amenée à se protéger du regard du public. Cependant, les problèmes de Faldskog n'étaient pas seulement professionnels, sans parler des terribles tragédies personnelles qu'elle avait endurées, à commencer par la triste mort de sa mère Birgit Faldskog en 1986. Birgit, qui luttait contre la dépression, est décédée tragiquement, ce qui a donné lieu à des spéculations sur sa santé mentale et les circonstances de sa mort. Des années de problèmes conjugaux avec Ingvar, le père d'Agneta, avaient aggravé la santé mentale de Birgit, car Ingvar avait des problèmes d'alcool qui mettaient leur mariage à rude épreuve. Ce triste événement a été un coup dur pour Agneta, qui n'a pas révélé comment sa mère était morte pendant plus de 10 ans. Dans son autobiographie, il semblerait qu'elle ait désinformé le public en lui faisant croire que Birgit était morte d'un accident, à une époque très sensible et stigmatisante pour les problèmes de santé mentale. Après la mort de sa mère, Faldskog a rendu visite à son père à plusieurs reprises, bien qu'il ait déjà été placé dans une sorte de maison de soins spéciaux en raison de la détérioration de son état de santé. Comme l'alcoolisme de son père avait déjà creusé un fossé dans la famille bien avant sa mort, le décès de Birgit n'a fait qu'accentuer le sentiment d'aliénation d'Agneta.
Elle avouera plus tard qu'elle s'est sentie complètement seule au monde à la mort de sa mère et qu'elle a surmonté son traumatisme dans la solitude. Comme si la mort de sa mère n'était pas un coup dur. L'année suivante, en 1995, il meurt de complications liées à l'alcoolisme. Ouvrier d'usine à la retraite, Ingvar a passé de nombreuses années avec des problèmes d'alcool et a ainsi aggravé l'échec de son mariage, laissant Agneta avec un sentiment écrasant d'abandon. Ce fut un autre coup dur pour son psychisme, car la perte de ses deux parents dans un laps de temps aussi court a complètement accentué les niveaux de solitude et de faiblesse dont elle avait déjà souffert tout au long de sa vie. Toutes ces tragédies personnelles ont renforcé le retrait de Faldskog de la scène publique. Compte tenu de ses problèmes de confiance en soi, de son trac et de sa peur paralysante de l'avion, la mort de ses parents, expérience émotionnellement accablante, a encore renforcé son comportement de recluse. Selon son biographe, à partir du moment où sa mère s'est suicidée, tout a changé en elle. Elle s'est coupée du monde. C'est à ce moment-là que les gens ont remarqué à quel point elle était devenue étrange. La retraite d'Agneta était une protection, alors qu'elle luttait contre un chagrin non résolu et des démons personnels. Sa douleur l'a amenée à trouver des moyens de l'exprimer, y compris à travers sa musique. En 2004, elle a publié My Coloring Book, un album de ses propres versions des chansons les plus importantes des années 60. D'une voix douce et légère, porteuse d'une grande émotion. Elle y chante la nostalgie. Les auditeurs ont immédiatement une idée de ce qui s'est caché pendant toutes ces années dans son paysage émotionnel. Bien que la perte ait teinté sa vie, la résilience brillante de Faldskog est apparue au fur et à mesure que sa musique continuait à faire vibrer la corde sensible des fans. La relation entre Faldskog et Nordstrom. Après des années de solitude et de relations futiles, la vie d'Agneta Faldskog a pris un tournant inattendu lorsque, en 2005, son amitié de longue date avec l'homme d'affaires Bertil Nordstrom s'est transformée en romance. Les deux hommes se connaissaient depuis les années 1980. Le fait d'annoncer publiquement leur romance a plongé le monde des fans d'ABBA dans une extase de joie. Nordstrom, entrepreneur prospère et ami proche de la famille royale suédoise, a apporté stabilité et compagnie dans la vie de la jeune femme. Son statut très en vue, qui lui donnait accès au palais royal de Stockholm, a rendu leur relation assez surprenante. Auparavant, Agneta s'était tenue à l'écart du public pendant des années. Malgré l'optimisme affiché dès le départ, cette relation n'a duré que peu de temps après leur début de public en tant que couple. Bien que l'idylle n'ait finalement pas duré, elle a représenté un changement monumental pour Agneta, qui a passé plus de 20 ans dans une solitude qu'elle s'était imposée. S'aventurant rarement hors de chez elle, cette romance avec Nordstrom laissait entrevoir un nouveau chapitre de sa vie personnelle et laissait même entrevoir la possibilité pour elle de surmonter certaines de ses profondes pertes personnelles. Il s'agit notamment du suicide de sa mère, Birgit, en 1987, puis, un an plus tard, de la mort de son père, Ingvar. La brève histoire d'amour avec Nordstrom a semblé alléger le lourd bagage émotionnel qu'Agneta portait en elle depuis si longtemps. Son manque de confiance en elle, sa peur de la scène et sa phobie aiguë de l'avion avaient assombri de nombreuses périodes d'espoir dans sa carrière. Cette relation a pris fin et Agneta est retournée à sa vie de recluse où elle a de nouveau trouvé du réconfort dans la solitude, comme elle l'avait fait pendant la plus grande partie de sa vie. Au milieu de tous ses revers personnels, les choses sont devenues difficiles. Mais Agneta et son talent musical ont continué à vivre, tout comme l'héritage qu'elle a laissé jusqu'à aujourd'hui, touchant les cœurs des fans du monde entier. Mais la relation avec Nordstrom, bien qu'elle brève, s'est révélée être un tournant et, pour la première fois, elle est sortie de sa coquille, des sombres recoins de ses souvenirs, pour entrer dans le moment de l'amour. Annifrid Frida Lyngstad maman. Autre membre d'ABBA. Annifrid Frida Lyngstad a également eu une vie remplie de pertes personnelles importantes. Frida est née le 15 novembre 1945 à Ballingen, en Norvège. Son père, Alfred Hasse, était un soldat allemand stationné en Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale. Son bateau ayant été coulé lors de son retour en Allemagne après la guerre, Alfred est présumé mort. Cindy Lyngstad, la mère de Frida, s'est donc retrouvée seule pour s'occuper de sa fille. À l'âge de 18 mois,
Frida. Sa mère et sa grand-mère maternelle Agni ont déménagé en Suède. Ce déménagement était principalement dû à la crainte de représailles, à l'encontre des personnes ayant eu des liens avec les Allemands pendant la guerre. Malheureusement, Sidney meurt d'une insuffisance rénale le 28 septembre 1947, alors que Frida n'a que 2 ans. Elle a laissé Frida à la seule charge de sa grand-mère à Tortola, en Suède, juste à côté d'Eskilstuna. La mort soudaine de sa mère est un tel choc pour Frida qu'elle marque son univers émotionnel et son identité tout au long de sa vie. Élevée par sa grand-mère, Frida a eu une enfance très aimante, mais sans mère. C'est la perte de sa mère qui a permis à Frida de grandir avec un sens profond de la résilience et de l'autosuffisance. Ce n'est que plus tard dans sa vie, bien sûr, qu'elle a pu regarder en arrière et apprécier à quel point le fait d'avoir grandi sans sa mère a influencé sa vision des relations et de la vie. Bien que ses premières années aient été assombries par cette perte, sa grand-mère lui a apporté stabilité et soutien, ce qui a permis à Frida de développer son amour pour la musique, qui l'a bientôt conduite à une carrière dans les voix d'ABBA qui ont connu un grand succès. Ses premiers sentiments de perte et de déplacement se sont retrouvés dans sa musique et Frida a pu établir un contact profond avec son public. Un public qui entend souvent des thèmes émotionnels. Décès de Lisa Lott. Malheureusement, la perte allait à nouveau frapper la vie de Frida sous une forme encore plus dévastatrice. Le 13 janvier 1992, Phil Lisa Lott, Lisa Lotta Casper, est tuée dans un accident de voiture. La mort de Lisa Lotta a été un immense défi émotionnel pour Frida, s'ajoutant au chagrin qu'elle avait éprouvé à la suite de la perte de sa mère des années auparavant. L'accident a eu un impact émotionnel considérable sur Frida, ajoutant encore un peu plus de chagrin à sa vie. Lisa Lotta est née le 15 avril 1967 de Frida et de son premier mari, Ragnar Fredriksson. Lisa Lotta était la seule fille de Frida qui occupait une place particulière dans le cœur de sa mère. Pendant son enfance, elle a été tenue à l'écart des feux de la rampe, loin de l'examen minutieux des médias qui résultait de la célébrité de sa mère en tant que membre du groupe ABBA. Lisa Lotta a poursuivi son chemin et a eu un fils nommé Jonathan. Un jour fatidique de janvier 1928, Lotta est victime d'un accident de voiture mortel à Livonia, dans le Michigan. Elle est décédée à l'âge de 30 ans. Lotta a subi un tel choc qu'elle est morte sur le coup. Frida a eu le cœur brisé de se retrouver dans une situation de deuil grave. Après cet accident, Frida s'est isolée et a cessé d'apparaître en public. Elle a même cessé de travailler sur un album qu'elle était censée terminer. Plus tard, après l'accident, dans des interviews, elle a avoué combien il était difficile de surmonter une perte aussi terrible. C'était comme la fin du monde, 1 an seulement après la mort de sa fille. Le chagrin de Frida s'aggrave en 1999 avec le décès de son mari, le prince Heinrich Rousseau. Le prince Heinrich Rousseau est né le 27 mars 1950 en Suisse. Architecte paysagiste, il représentait l'ancienne maison souveraine de Russe. Son mariage avec Frida, le 26 août 1992, est devenu l'événement le plus important de sa vie, et elle a pu être officiellement appelée princesse russe, comtesse de Plauen. Cet amour et cette amitié furent de l'un des aspects les plus brillants de la vie de Frida dans les années 1990. Frida disait de Rousseau qu'il était merveilleux, spirituel et drôle, et sa présence lui apportait la joie et la stabilité dont elle avait tant besoin. Il lui a également apporté ses 2 filles issues d'un précédent mariage, créant ainsi une atmosphère familiale très unie qu'elle aimait tant. En 1999, cependant, le prince Rousseau est atteint d'un lymphome qui ne tarde pas à progresser. Malgré sa force, due à son combat acharné et courageux contre la maladie, il décède le 29 octobre 1991 à 49 ans, à Stockholm, laissant Frida anéantie pour la 2e fois. Ces deuils consécutifs de sa fille et de son mari ont plongé Frida dans une phase prolongée de chagrin et de repli sur soi. En réfléchissant à sa perte, elle a décrit comment les grands chagrins l'avaient submergée à l'époque et semblaient avoir dévoré tout ce qui l'entourait. C'était douloureux, même si elle affirmait que Dieu, ses amis et sa famille étaient restés à ses côtés tout au long de cette période. Elle a commencé à s'en sortir un peu en passant beaucoup de temps à l'extérieur et dans des œuvres qui correspondaient à ses valeurs. Peu à peu, Frida a retrouvé une présence dans la vie publique au fil des ans.
redécouvrant sa musique et reprenant sa place comme l'une des voix emblématiques d'ABBA. Son témoignage de vie sur la perte et la survie a touché de nombreux fans, une admiration qui provient à la fois de son talent et de sa force face à l'adversité. Les tragédies de sa vie ont laissé de profondes cicatrices dans son paysage émotionnel, mais l'esprit indomptable de Frida et son héritage musical servent à inspirer la célébrité d'ABBA et les raisons de leur séparation. ABBA était un groupe pop suédois qui a atteint une renommée internationale dans les années 1970 et au début des années 1980, se classant parmi les artistes musicaux ayant vendu le plus de disques de tous les temps. Son quintet de membres avait un son très unique. En effet, le folk suédois a fusionné avec la pop de l'époque. L'utilisation avancée des nouvelles techniques d'enregistrement de l'époque, telles que la double piste, leur a donné leur signature sonore polie. Sur le plan lyrique, la musique d'ABBA aborde souvent les thèmes de l'amour, de la perte et du chagrin d'amour, auxquels pratiquement tous les auditeurs de tous les horizons peuvent s'identifier. Leurs chansons sont devenues un mouvement social, en particulier dans la culture gay à l'époque du disco, avec des succès comme Dancing Queen et Mamma Mia. Il n'est pas difficile de voir dans leur style insouciant un moyen d'évasion et d'émancipation. Au-delà de la musique elle-même, la fantastique présence scénique et les costumes de ce groupe ont conquis le cœur de nombreuses personnes, tout en construisant leur image dans le monde de la pop pour compléter leur charisme sur scène. À la fin des années 70, ABBA était à son apogée, en tête des hit parades avec ses albums et ses singles, ce qui lui a permis de devenir une superstar mondiale. Bien que nous soyons en 1976, la sortie d'Arrival marque un tournant dans leur carrière. Deux de ses titres les plus célèbres sont Knowing Me, Knowing You et Money, Money, Money. Mais malgré ce succès extérieur, des tensions personnelles au sein du groupe commencent à se manifester. Les deux couples mariés qui composent le groupe, Björn Ulvaeus et Agneta Falskog, et Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad, également connus sous le nom de Frida, sont confrontés à des difficultés personnelles croissantes qui affectent leur collaboration professionnelle. Alors que les visions artistiques des membres commencent à diverger, des tensions créatives apparaissent quant à l'orientation de leur musique. En outre, les complications dans la dynamique du groupe ont été aggravées par l'envie de poursuivre des projets en solo, car les tournées et les enregistrements constants ont commencé à peser lourdement sur leur santé mentale. La célébrité a un prix. Les membres du groupe aspirent à une vie privée et à un répit loin des feux de la rampe. ABBA a annoncé une pause d'une durée indéterminée après la sortie de The Visitors en 1982. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement dissous, les membres ont poursuivi leur carrière en solo et la distance créée a marqué la fin d'une époque. Mais leur séparation n'a pas entamé l'héritage d'ABBA et leur musique intemporelle a continué à résonner à travers des générations de mélomanes, marquant la culture populaire d'une empreinte indélébile. La force créatrice du groupe, Benny Andersson, ainsi que Björn Ulvaeus, ont connu un succès massif dans différents domaines après ABBA. Leur collaboration s'est également poursuivie dans de nouveaux domaines, ce qui a contribué à consolider leur place dans le monde du spectacle. Le projet post-ABBA le plus célèbre est probablement la comédie musicale Chess, créée en 1984 en collaboration avec le parolier Tim Rice. Cette comédie musicale, dont l'action se déroule pendant la guerre froide, a été un succès critique et commercial. La chanson à succès One Night in Bangkok a montré qu'Anderson et Ulvaeus pouvaient aller au-delà de la pop et entrer dans le domaine de la composition théâtrale. Leur collaboration suivante, Christina Fran Duvamala, basée sur la série Émigrant de Wilhelm Moberg, est un témoignage puissant du lien étroit qui unit le duo à l'histoire et à la culture suédoise. La comédie musicale a été acclamée par la critique en Suède, prouvant ainsi que le duo était multidimensionnel et racontait des histoires à travers la musique. Cependant, leur entreprise la plus réussie après ABBA a été sans conteste Mamma Mia, en 1999. Une comédie musicale de type jukebox a fait revivre certains des plus grands succès d'ABBA et a fait découvrir leur musique aux nouvelles générations. Cette comédie musicale a connu un grand succès dans le monde entier, avec de nombreuses productions internationales et une adaptation cinématographique en 2008. Outre ces collaborations,
Anderson et Ulvaeus ont également réalisé plusieurs œuvres artistiques à titre individuel. Benny s'est ensuite consacré à l'écriture et à la production, publiant des albums solo tels que Piano, qui met l'accent sur sa carrière de pianiste et de compositeur de musique instrumentale. Très souvent, ses influences classiques transparaissent, reflétant ses divers intérêts dans le domaine de la musique. Björn a continué à composer pour des comédies musicales et à produire de la musique pour la télévision, tout en maintenant un partenariat très actif avec Benny et en travaillant sur certains de ses projets créatifs indépendants. Dans l'ensemble, l'héritage d'ABBA, à la fois en tant que groupe et à travers son succès continu, reste un symbole durable d'innovation musicale, d'impact culturel et de résilience artistique créative. Rumeur et retour d'ABBA. Depuis leur séparation en 1982, ABBA a fait l'objet de plusieurs rumeurs et conjectures concernant leur retour potentiel. Il a été rendu public en 2000 que le groupe avait refusé une offre de tournée mondiale d'$1 milliard, soit 1 milliard d'euros. Pour des raisons personnelles et en raison de la complexité émotionnelle de leurs relations antérieures, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Annie Fridlyngstad avaient tous écarté la possibilité d'une reformation à cette époque. Un élément qui a démontré leur souci de l'honneur de leur héritage par rapport à l'attrait de la richesse. Même si l'offre était alléchante, Björn a précisé plus tard qu'il était temps de tourner la page sur leur histoire en tant qu'ABBA et de ne pas être contraint par celle-ci. Cependant, en avril 2018, ABBA a surpris tout le monde en annonçant leur réunion et en entrant en studio pour enregistrer 2 nouvelles chansons. Don't Shut Me Down and I Still Have Faith in You. Voyage, leur premier album en 40 ans, comprenant ces titres, est sorti en septembre 2021. L'album est effectivement arrivé le 5 novembre 2021. Il est composé de 10 nouvelles chansons qui redonnent à ABBA son statut d'icône de la pop tout en incorporant des thèmes contemporains. Les ABBA sont entrés dans l'histoire de la musique grâce à l'accueil favorable de la critique et au succès financier de l'album. Les thèmes de résilience et de nostalgie des nouvelles chansons attirent à la fois les nouveaux fans et les fans chevronnés. I Still Have Faith in You est remarquable pour sa capacité à transmettre un message fort d'optimisme et de continuité tout en conservant la profondeur émotionnelle qui est toujours présente dans les chansons d'ABBA. L'impact émotionnel de la chanson et son attrait intemporel lui ont permis de toucher les auditeurs à une époque où les préférences musicales évoluaient rapidement. L'ABBA Arena de 3 Mill Places, située dans le parc olympique Queen Elizabeth de Londres, a accueilli le lancement de la série de concerts ABBA Voyage le 27 mai 2022. En plus d'un véritable groupe de 10 musiciens, ce nouvel événement passionnant a présenté les avatars numériques des membres du groupe ou les avatars tels qu'ils apparaissaient en 1969. Derrière cette technologie de pointe utilisée sur les avatars se trouve la société Industrial Light and Magic, qui a utilisé la capture de mouvement pour donner vie aux membres du groupe. Ces spectacles ont ouvert de nouvelles voies à la musique live et, pour certains, ont été les premiers à fusionner le spectacle vivant et la création numérique. Londres a grandement bénéficié économiquement de la série de concerts ABBA Voyage, qui a connu un succès à la fois critique et commercial. Plus d'1 million de personnes l'ont visité la première année, ce qui a rapporté plus de 322 millions de livres sterling à l'économie locale. Il a fonctionné presque à pleine capacité. Au cours des 15 mois qui ont suivi son ouverture, environ 1,5 million de billets ont été vendus, au prix moyen de 85 livres sterling ou 105 $. Grâce à la bonne performance des ventes de billets, le centre musical et d'autres entreprises voisines génèrent des revenus importants. L'effet socio-économique d'ABBA Voyage est significatif, puisqu'il soutient près de 5000 emplois à Londres, allant de la salle de spectacle elle-même à d'autres industries comme le transport et les hôtels. L'afflux inattendu de visiteurs étrangers a augmenté les dépenses locales en matière d'hébergement, de restauration et de divertissement, ouvrant la voie à la reprise culturelle et économique de Londres après la pandémie. Plus que l'impact financier, ABBA Voyage a marqué un tournant dans le développement culturel de la musique en direct. Il a réuni les mondes numériques et physiques en créant un modèle de concert numérique. Outre les musiciens qui ne peuvent pas tourner,
Ce nouveau modèle est crucial pour ceux qui sont décédés ou qui ne sont plus en mesure de le faire. Il a été salué par la critique. C'est pourquoi le spectacle vivant sera à nouveau marqué par l'innovation. ABBA a ouvert la voie au développement artistique. ABBA Voyage est la preuve de l'incroyable capacité du groupe à rester créatif face à l'évolution des goûts et des genres musicaux. Nous sommes honorés d'utiliser cette technologie innovante pour présenter notre musique à une nouvelle génération, a déclaré Björn Ulvaeus. En plus de raviver l'intérêt pour leurs chansons, la réunion d'ABBA et la sortie d'ABBA Voyage ont montré à quel point le groupe est capable de s'adapter à l'évolution des tendances en matière de divertissement. Les anciens et les nouveaux fans ont été ravis par les nouveaux singles et les spectacles créatifs, qui ont également eu un impact sur l'économie de Londres et ont amélioré son environnement culturel. En outre, l'héritage d'ABBA est toujours vivant et pertinent aujourd'hui, puisque le groupe continue de se produire devant des publics du monde entier. L'héritage d'ABBA perdure, leur musique continuant d'inspirer des générations entières. Bien que l'aventure du groupe ait été écourtée, leurs chansons, remplies à la fois de joie et de chagrin, nous rappellent les incroyables sommets et profondeurs émotionnelles qui les ont caractérisés. ABBA s'est peut-être éteint, mais sa musique reste intemporelle. Quelle est votre chanson préférée d'ABBA? Partagez-la avec nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres articles sur des artistes légendaires.